à chaque fois, le mec le plus riche de ta ville, c'est sûr à 100%, c'est le mec qui a les hypermarchés. Qui disent pas qu'ils ont galéré en fait à fond avant d'en arriver là où ils en sont, tu vois. Et c'est important du coup, tu vois, d'écouter des podcasts pour ça, pour comprendre ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour en arriver là. Et tu vois, en centre co, hier on a fait une visite, 17 000 € de loyer par mois. Si tu avais en fait des conseils à donner pour quelqu'un, voilà, un jeune, peu importe qui veut se lancer. Moi, ce qui m'a bien servi, c'est... Salut à tous, on se retrouve pour un tout nouveau podcast et aussi un tout nouveau concept parce qu'on est dans le restaurant de notre invité Charles. Donc comment tu vas Charles? Très bien, merci pour le podcast, c'est cool. Alors voilà, je vais pas vous le présenter mais du coup en gros il a créé Jiraya depuis environ 2 ans si je dis pas de bêtises avec son associé. Et c'est un fast-food de produits grecs, c'est ça? Un fast-food de produits grecs. Et voilà, je voulais te poser la question, d'où est venue l'idée? Parce que c'est quand même une idée assez atypique, je veux dire, d'ouvrir un fast-food grec. Donc d'où est partie l'idée en fait? Bah, l'idée, elle vient de mon associé Tom, avec qui on a cofondé donc l'enseigne. Parce qu'on a vu sur les 10 dernières années qu'il y avait une grosse mutation des attentes des clients. Et donc, ce qu'on voyait émerger, c'était des anciennes style Pokawa, Pitaya, Nachos. Ils étaient toutes sur le même segment, c'est-à-dire cuisine du monde, à composer, healthy, Instagrammable. Et donc, en fait, la cuisine de Grèce, pour nous, elle avait un très fort potentiel, hein. Et naturellement, on a testé l'idée, puis ça a tout de suite bien marché. Donc, on a enchaîné sur un premier, puis un deuxième, puis... Ouais, c'est vrai que c'était la mode un peu Pokawa, tout ça. Ouais, vraiment. Nous, on C'est connaît excellent ça aussi, un ouais. petit peu. Ouais, franchement, Le bah, côté c'est excellent healthy. aussi. Et du coup, ouais, c'est que des Vraiment, produits, enfin, vous misez vraiment sur le healthy, vraiment produits frais, j'avais entendu aussi. Exactement. Beaucoup de Ok. produits frais. Ok. Le panier moyen, il est à 15 €, donc c'est des bons produits. Voilà, c'est un peu premium, hein. C'est restaurant rapide et bon. Ok, ouais, je vois. Et du coup, on voulait savoir aussi Jiraya, du coup, bah, le nom, il y a une signification derrière, je suppose, ou juste s'il y avait une idée derrière. C'est vraiment par hasard. C'est Ok, vraiment d'accord. par hasard. On nous pose souvent la question, est-ce que c'est un lien avec Naruto? Bon, la réponse est non. Mais en fait, pour la petite anecdote, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, on trouvait que c'était joli. On nous a proposé Jiraya. Bon, on n'était pas emballé, mais le lendemain matin, on n'avait pas d'autre idée. Donc on a dit, vas-y, on y va. Et puis on a fait un premier jeu concours, sans avoir la réponse en fait. On a dit à nos clients, celui qui trouve la signification du mot Jiraya, il gagne un menu. Mais on n'avait pas la réponse. Donc on s'est dit, bon, celui qui nous donne la meilleure idée, il gagne. Et donc la meilleure idée, ça a été la contraction de gyros et yaya. Gyros, c'est le plat, et yaya, c'est la mamie. Donc c'est la contraction du gyros de la mamie. Donc on a dit, c'est une très bonne idée, c'est toi qui gagne. Sinon, on n'avait pas l'idée. Ah, ok, je vois. Ah, c'est Putain, trop, un super c'est trop concept, fort ça. ça. Ouais, franchement, Ah, c'est trop fort. Tu poses une question, t'as pas la réponse. Mais ça te donne des bonnes réponses du coup. En tout cas, ça, Ouais, nous, ça nous a bien fait rire. Donne des idées même. Franchement, c'est pas mal hein, d'avoir le feedback client comme ça. Vraiment. Et aussi sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup, je veux dire, décrédibiliser un peu la restauration en général. Même j'ai vu, tu avais fait des collages sur Oussama Hamar. Et bah, ils détruisent un peu le business, genre top 3 des pires business, ils disent ouais, restauration et tout ça. Toi, c'est quoi ton avis là-dessus? C'est quoi ton expérience, même bah, du coup, ce que tu as expérimenté pourquoi tu as choisi ce business aussi C'est une très bonne question. Ouais, alors, il y a plein de questions. Déjà, il y a pourquoi choisir le business et business physique versus du digital, etc. Pourquoi c'est autant décrié, enfin, pourquoi c'est une aussi mauvaise presse, et pourquoi eux, en tout cas, ils l'attaquent, enfin, ou c'est souvent attaqué comme ça. Bon, la première question, pourquoi le business physique et pas du digital? Il y a plein d'intérêts, mais c'est des intérêts qui sont souvent méconnus. Bah, sur du business physique, le principal, hein, c'est on peut adosser de la dette sur nos business. C'est-à-dire qu'on a un apport, on adosse de la dette et ça nous fait un actif qui est généralement beaucoup plus puissant. Et c'est ce qui fait les principales fortunes dans toutes les villes qu'on connaît. Montpellier, Bordeaux, Valence, tous ces trucs-là. À chaque fois, le mec le plus riche de ta ville, c'est sûr à 100%, c'est le mec qui a les hypermarchés. Il y en a pas probablement un, deux, trois. Et un hypermarché, ça vaut 30% de son chiffre d'affaires. Et dans des beaux magasins, ça va jusqu'à 100 millions de CA. Le mec, il en a deux ou trois, tu vois, ils sont richissimes. Et tout ça parce qu'ils ont pu créer des business d'abord petits, avec des petits magasins, puis ils ont vendu pour acheter un super, puis ils ont vendu pour avoir des hyper. Ça a des cycles de vie, tu peux y adosser de la dette. Et ça, c'est valable uniquement dans les business physiques. Donc ça, c'est le premier intérêt. Après, il y a un deuxième intérêt, c'est que souvent, tu as l'ascenseur social qui fonctionne super bien dans ces business-là. C'est-à-dire que tu peux commencer en bas et évoluer. En fait, moi, j'ai vu plein d'histoires dont mes potes et donc leurs parents ont commencé en bas de l'échelle, hein. Ils sont passés manager de rayon, directeur, puis ils ont acheté leur premier petit magasin, etc.
Et ça, t'as pas ça trop dans le digital. Et après, bon, bah, naturellement, les Oussama Hamar, bah, c'est vrai que c'est facile de taper sur les restaurants parce que c'est visible de tous. En fait, les restaurants, tu passes devant, c'est toujours un peu fermé, ça change, ça a mauvaise presse. La réalité, c'est que, première chose, c'est que c'est facile en fait d'ouvrir un resto. Donc, t'as pas nécessairement beaucoup de barrières à l'entrée, si ce n'est l'argent. C'est pas le plus dur. Si tu n'as qu'une formation HACCP, tu peux la faire en distanciel. Une autre formation pour vendre de l'alcool et de la nourriture, pareil, tu peux le faire en distanciel. Donc ça, comme beaucoup de monde arrive à nourrir, beaucoup de monde en est enfermé. Mais moi, si je jouais leur jeu, je dirais, bah, ok, combien de business de formation ferment après une ouverture? Combien de business e-commerce? Les taux, ils sont bien plus gras. Enfin, ils sont bien mauvais pour eux. C'est 90% des boutiques e-commerce qui ferment à 6 mois. C'est colossal. L'e-commerce, c'est compliqué, hein. C'est Ouais. vraiment. C'est comme tout, mais ouais, c'est vrai qu'ils montrent pas vraiment tous les gens qui essayent et ils montrent que la réussite. Du coup, bah, tu peux pas décrédibiliser Ils sont trop. pas, ils sont pas forcément dedans, tu vois, pour savoir vraiment ce que ça vaut, tu vois. Donc ça, c'est sûr. Mais on voulait savoir aussi, du coup, au niveau de tes recettes. Donc je pense que tu as commencé petit à petit, une recette par une recette. Est-ce que tu as eu beaucoup de crash tests? Est-ce que tu as essayé énormément? Est-ce que c'était Ah, ça a pris compliqué? combien de temps à faire tout ça? Ouais, c'est une bonne question. Bon, en fait, concrètement, dans l'histoire, le 1er février, en gros, le 1er février 2022, on a les étoiles, enfin toutes les planètes qui s'alignent avec Tom, mon associé. On dit vas-y, go, ça sert plus à rien d'attendre, on enchaîne. On trouve un premier local en dark kitchen et donc là, on se laisse un mois pour trouver les premières recettes slash fournisseurs. Et 1er mars, donc un mois après, on reçoit la tablette Deliveroo. Et donc genre le 3 ou le 4, on ouvre sur sur Deliveroo, pardon. Et donc en fait, on a eu un mois à peu près. Mais en réalité, ça a été beaucoup plus long parce que les premiers tests, ils sont jamais trop concluants. On a eu un mois et demi en dark kitchen. Et puis après ça, on rajoute qu'on continue à travailler longtemps encore après. Mais la vraie création du concept, on va dire que ça nous a pris 2 mois et demi, entre un mois d'imagination et un mois et demi de test en dark kitchen. Et après, à partir de ça, on a fait le premier magasin. Ok, Ok. d'accord. Et en termes d'organisation, c'est pas galère, genre par exemple trouver ses premiers fournisseurs, genre, enfin les gens ils voyaient pas trop tout le process, tout ça, même nous on connaît pas trop. Ouais, clairement. Bah, c'est vrai que quand tu connais pas, en fait, c'est vrai que ça paraît, c'est super opaque. Ouais, t'as plein de trucs. Bon, comme dans tous les business, faut enchaîner, se poser des questions après. Effectivement, si on s'était posé toutes les questions avant, je pense qu'on n'aurait pas enchaîné. Parce que les normes, on continue encore de les améliorer. Il y a plein de trucs où on n'était pas bon en fait dès les premiers mois, tu vois, sur toutes les normes de traçabilité. Tout était nickel, etc. Mais il y a plein de normes si tu veux être une franchise, que tu dois découvrir. Et donc, ouais, fournisseur, pas facile. Surtout que nous, on va sourcer les produits directs en Grèce. Donc ça prend du temps. Dès que tu fais des tests, ça prend un mois et demi avant de recevoir le premier produit, etc. Si c'est pas validé, tu reattends. Ensuite, tu as toutes les normes d'hygiène. C'est galère. Et, mais bon, en face de ça, là, ça va paraître un peu difficile. Mais quand tu veux être franchisé, donc c'est ça aussi que je vends, quelqu'un qui va être franchisé, c'est que tu t'enlèves cette partie-là. Si tu es franchisé, tu vois, mon ami Théo qui a ouvert à Bordeaux, bah lui, il a bénéficié de tout le travail que nous on a fait. Il a ouvert son magasin avec l'image de marque, les process, les fournisseurs. Il a juste eu à ouvrir. Et dès le premier jour, c'était carré, nickel. Mais du coup, enfin ta marge là-dessus, par exemple sur les franchises, ça se passe comment? Alors, une franchise, concrètement, c'est tu vends, tu loues une marque que tu as créée à quelqu'un qui souhaite l'exploiter en phase de redevance. Donc la redevance, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires. Nous, c'est à hauteur de 7%. Alors quand tu dis ça, si tu n'es pas familier avec la franchise, ça paraît soit énorme, soit pas beaucoup. C'est assez opaque quand on connaît pas. Moi, quand j'en parle sur les réseaux sociaux, tous les gens qui s'y connaissent pas ou très peu, ils vont un peu s'offusquer parce que ça peut paraître élevé. Bon, la réalité, c'est que déjà, ça dépend du secteur d'activité. Donc, ta restauration traditionnelle, restauration rapide et du volume que tu vas faire. En restauration traditionnelle, généralement, tu es plus bas en redevance. Tu vois, les 3 brasseurs, ils sont dans les 3-4%. Tu n'as pas les mêmes frais de personnel, tu justifies des prix plus élevés, c'est pas le même sourcing, c'est pas la même marge. Restauration rapide, tu es à minima à 6% et ça peut monter en franchise assez réputée, tu vas être à 8 ou 9%. Et après, tu as des McDonald's, Burger King, mais là, c'est beaucoup plus élevé parce que c'est de la location-gérance, tu n'es pas nécessairement propriétaire de tes fonds. Et ça monte à 20%.
parce qu'ils justifient des marges largement plus élevées, tu vois. Ouais, bah oui, Ah ça, oui, enfin, oui, c'est normal. le chiffre d'affaires. Donc c'est un pourcentage. Ouais, ok, je vois. Et du coup, pour quelqu'un qui a envie, par exemple, d'être franchisé, en fait, il vient te voir et du coup, il te propose en fait un budget, il met un budget sur la table. Exactement. Ok. Exactement. Le franchisé, c'est son propre patron. Donc, Mm. moi, je suis juste là pour lui louer. Enfin, je suis là pour lui louer la marque, l'assister, l'aider à se développer. Et lui, il choisit la marque qu'il veut développer. Et donc, lui, il vient avec son apport. Enfin, ça, nous, c'est environ 80 à 100 000 euros d'apport pour des projets à 350, 400 ou 500 000 euros. Le reste, c'est de la banque. Et, euh, et donc, voilà, le franchisé, il a son apport, il est son propre patron. Et nous, on l'aide, on l'assiste. Ok, Tout le d'accord. process. Et Ouais, du coup, ouais, enfin, du coup, tous les employés qui recrutent, etc., c'est toi qui es taxé. Enfin, je veux dire, c'est quoi tes coûts employés, du coup Alors moi, en gros, moi quand je suis franchiseur, en fait, lui il est franchisé, c'est son propre patron avec sa propre structure. Donc lui il paye ses salariés, c'est lui qui paye les charges sociales, les impôts, etc. Pour moi, juste la redevance, c'est un chiffre d'affaires pour moi, c'est pour ma tête de réseau qui est la franchise. Donc lui, il exploite sa propre société avec ses charges, ses impôts. Et moi, je bénéficie, en face de ça, il me donne les 7% de son chiffre. Par exemple, s'il fait 1 million de chiffres, je prends 7%, ça fait 70 000 euros. Et ça, pour moi, c'est du chiffre d'affaires qui va me permettre de payer un animateur, la communication et la tête de réseau qui fait vivre ensuite l'enseigne. Parce qu'une enseigne, ça continue toujours de vivre. On teste toujours des nouveaux produits, on teste toujours du nouveau matériel pour faire en sorte, à chaque ouverture, d'avoir le concept le plus adapté, le plus abouti, quoi. ok. Voilà comment ça se passe concrètement. Ok. Et du coup, au début, tu m'as dit que tu étais en dark kitchen, c'est ça? On voulait savoir, du coup, parce que tu en avais parlé un petit peu sur les réseaux sociaux, ton avis un petit peu sur les dark kitchen, qu'est-ce que tu en penses, du coup, vu que toi, tu as expérimenté, et même nous, Parce que nous, on a eu avait une fait. mauvaise expérience, en gros, Avec- enfin, on mangeait souvent à Pepe Chicken, je sais pas si tu vois ce que, enfin, je pense que tu dois savoir, et une dark kitchen à Valence, et vraiment, elle est pas bonne du tout. Elle est mal tenue. Ouais, elle est mal vraiment, tenue, ça veut dire que tu Du manges coup, le nous, truc, on a été malade. on était dans le mal un peu, alors que de base, nous, on aime Pépé Chicken, Mais parce là, que ça se passe comment en fait quand enfin, t'as, on va dire une grosse boîte comme ça, mais que en dark kitchen? C'est quoi? Ils réchauffent les plats, ils les font sur place et... Alors, je connais pas la marque. J'imagine que Pepe Chicken, ça a des bons produits, donc il y a des process, etc. Donc, en fait, c'est juste. La Dark Kitchen, c'est un restaurant qui est fantôme, hein, qui est destiné qu'à la livraison. Et donc, la difficulté pour des marques comme Pepe Chicken, c'est s'assurer que tous les franchisés, qui sont généralement soit des restos à côté, soit. En fait, ça peut être par exemple moi, qui est un restaurant grec, et qui derrière en cuisine décide de faire Pepe Chicken. Mais en fait, les clients qui viennent ici, ils le voient pas. Donc juste le Pepe Chicken, ça serait une dark parce que je ne servirai pas sur place, mais il y a le livreur qui va passer avec son casque, etc. Il recommande truc, il va montrer, on va lire Pepe Chicken et on lui donne. Donc ça dépend de l'exploitant en fait. Mais la dark kitchen, tu vois, moi, quand j'en parle, non, c'est pas générateur de résultats. Ça te génère du chiffre d'affaires. Tu vois, encore une fois, tu vois Oussama Hamar, il tacle les restaurants, mais la dernière fois, il fait un podcast, il dit bon. Tu prends des plats réchauffés, tu changes le packaging et tu l'envoies en dark kitchen. Il n'a rien compris. Ah non, mais il n'a jamais fait pour dire des, des choses pareilles. Enfin, entre les charges, les frais Uber Eats et Deliveroo qui sont. Tout le monde va dire 30%, mais il faut lire les lignes. C'est 30% hors taxe sur le montant TTC. Mais personne ne raisonne en TTC en commerçant, donc c'est 36% du hors taxe sur le hors taxe. Ensuite, à cela, tu achètes les frais. Si tu veux être publié en haut, c'est un algorithme, donc il faut mettre des frais de publicité. Si tu fais des promotions, ils viennent te reprendre 0,89 centimes, enfin 89 centimes, donc presque 1 euro, juste parce que tu as fait une commande. Donc tu fais une promo, ça te coûte en matière première, ça te prend 36% sur le montant, tu repères 90 centimes. Bon, la réalité, c'est qu'en bas de ligne, tu as très peu. Mais il faut faire attention, en restauration, tu as tout le monde qui vient. Enfin, moi, chaque semaine, on doit venir me proposer entre 5 et 10 applications pour me dire je vais te faire gagner de l'argent, je vais te faire gagner du chiffre, je vais te faire gagner de la marge. Bah oui, c'est tout le temps ça. Ah ouais. Tout le monde te dit ah ouais, mais attends, regarde, j'ai développé une intelligence artificielle, ça va t'aider à faire les meilleures commandes. Et donc, nous, c'est rigolo parce que c'est un peu deux mondes qui s'opposent. T'as les Ah bah oui, Parisiens ouais, qui ça, viennent avec leur IA et toi, t'es là, tu dis attends, c'est la 10e application qui aime voir. On va regarder. Mais bon, là, les dark, faut clore le débat. C'est pas générateur de résultats.
Je savais pas que ça Et- prenait autant, hein. 30% c'est énorme. Wow. Ah, Mais c'est même vrai plus, que du coup, tu m'as dit, mais c'est avec tous les énorme. frais à côté en plus. Uber J'avais Eats, fait une vidéo sur ça. J'ai fait une vidéo où en gros, il y a bon, c'est une mise en scène, mais qu'un client il vient et qui dit j'ai payé 25 € le menu, en fait, le restaurant, après tous les frais que le client paye et que le restaurant paye, il a 12 € pour payer la marchandise, les frais de personnel, le loyer, etc. Versus sur place, c'est 15 €. Et donc, en fait, tu te rends compte que même si tu vends toi beaucoup plus cher en plateforme, parce que moi, par exemple, le menu à 15 € sur place, je le vends à 18,90 en livraison, et le client va le payer 25 à peu près, parce qu'il y a des frais en plus pour lui. Mais moi, ça, je vais toucher 12, alors que sur place, je vais toucher 15. En fait, je gagne 3 € de moins, sauf que 3 € c'est plus que mon résultat. Tu vois, sur certains menus, en fait, il y a des trucs, je génère pas d'argent. Ça dépend de la composition du produit. Parfois, je gagne pas d'argent sur Ouais, certains j'avais trucs. vu et d'autres. le TikTok ouais, où tu disais, mais non, il me reste 1,50. 50 Ouais. c'est bien. Ben, 1,50, c'est énorme. Pareil, cette vidéo, enfin, les gens qui connaissent pas, tu sais, ils s'offusquent, ils disent mais 1,50 € sur un menu à 15 €. Tu te dis, mais tu dis n'importe quoi. Mais pas du tout. C'est la fourchette archi haute. 15 € TTC, t'enlèves la TVA, t'es à 13,50. Ça veut dire que tu as 15% de rentabilité nette sur une structure indépendante. C'est dans les fourchettes archi hautes en franchise. Si tu dis j'ai 15% de rentabilité nette, quand tu fais 1 million de chiffre d'affaires, par exemple, ça veut dire qu'il te reste 150 000 €. Avec l'effet volume, c'est super intéressant Ah bah, sur un magasin bon, indépendant. si tu le penses comme ça, je pense que c'est beaucoup plus clair pour, par exemple, pour les gens, parce que quand ils pensent juste 1,50 €, ils se disent mais n'importe quoi, etc. Alors que si tu penses aussi à l'année, c'est pas la même chose, c'est sûr. Mais ouais, Mais aussi tes mises en scène, du coup, tu parlais de mise en scène. Mais du coup, t'as dit, ouais, des fois c'était inspiré de faits réels, ou je pense que c'est Toujours inspiré. inspiré de faire réel. Est-ce que t'aurais pas une exclue que t'as pas donnée en vidéo? Genre, je sais pas, un petit un truc petit client un petit client chiant, chiant. Ah, c'est une bonne question, attends, faut que je réfléchisse. voilà, ou avec tes employés, je sais pas. Entretien d'embauche, n'importe. Ah, mais non, mais après, il y a plein de mises en scène que je fais pas pour. Non, en vrai, j'ai été assez transparent. Si, l'exclu, c'est. Bon, je veux dire une exclu. Alors, non, mais ça n'a rien de super croustillant. C'est juste une mise en scène que j'ai pas faite encore. Mais de fait réel qui m'est vraiment arrivé. C'est une proposition qu'on nous a faite d'investissement pour nous, d'une grosse enseigne française, hein, qui a plus de 60 magasins, dont le fondateur s'intéressait donc à notre enseigne. Il nous a fait une proposition commerciale, mais en fait qui était juste totalement délirante pour nous, quoi. Et en fait, il nous dit, bon, t'as le... Non, non, t'inquiète, moi je te laisse le contrôle de la société, je prends juste 49%. Donc j'ai pas fait encore cette mise en scène, mais je vais la faire. Ah oui, jusqu'à 49%. Juste 49%, j'ai tout fait, je vais t'aider, comment tu m'aides, comment tu vas m'accompagner, à quelle valorisation, comment ça rentrer dans la valorisation. Il me déglingue ma valo en faisant des faux calculs. Donc à partir du moment où il commence à faire des calculs où je suis plus du tout d'accord, il prend mon EBE sur 6 mois à la place d'un an. Là, tu viens de diviser ma valo sur 2. Là, c'est un peu technique peut-être. Mais et il divise la valo sur 2, ma valo sur 2 comme ça gratos. Enfin bref. Mais non, la mise en scène, c'est toujours inspiré de faits réels. Mais après, j'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Il y avait eu l'arrêt maladie, par exemple. Je sais pas si vous l'avez vu, Ouais, celui-là, ouais, il a fait un bad buzz. Celui-là. Enfin, il a fait 4 millions de vues, peut-être un peu plus maintenant sur TikTok, Insta. Mais bon, j'ai refait une vidéo pour expliquer, mais la réalité, c'est que c'était un manager, hein, sur sa première semaine, au bout de son 4e jour. Le lendemain, il revient, il avait les yeux tout rouges, ça sentait l'alcool, je pense qu'il était sorti. Et le certificat mutuel, il était genre archi mal trafiqué. C'était super mal trafiqué, tu vois que c'était un vieux PowerPoint, un vieux truc. Je le confronte, il me dit la vérité. Enfin, je le confronte, il me dit pas la vérité, j'insiste un peu et il dit ok, tu sens qu'il a même plus envie de travailler ici. Il dit, bon, les gens se sont offusqués, ils étaient un peu anti-patrons là pour le coup. Ouais, bah c'est sûr que dans tous les cas, tu proposes du contenu, tu auras toujours des gens contre ou quand on va dire, même pas quand c'est mal expliqué, même quand c'est bien expliqué, t'en as qui comprennent pas parce que bah ils se mettent peut-être plus à la place de l'employé, de la personne. Puis c'est sûr, enfin j'espère qu'on n'aura jamais à vivre ça si on est amené à recruter, mais franchement, C'est sûr et certain qu'il sera amené à ça. des faux arrêts maladie, franchement c'est compliqué Et tu parce fais que ça comment trahit tes un peu. critères? Tes critères, ouais, tu fais comment? Enfin, tes critères de recrutement, c'est. Après, oui, après, il y a le profil et tout, l'humain, Ouais, je pense. Mais... ouais, tu mets beaucoup l'humain en avant. Je pense. Ouais, moi, le recrutement, c'est que le savoir-être. Franchement, je prends que des gens avec qui je m'entends bien, qui correspondent, qui s'intègrent à l'équipe existante. Une équipe, elle se construit comme une équipe de sport, hein. Ça, tout le monde a un peu la même chose. Parfois, tu vas sentir qu'il y a une bonne dynamique parce que tu as un leader, t'as chacun un peu bon à son poste, etc. Bah là, c'est pareil.
quand tu as une bonne équipe qui est construite, nous, ça nous a pris quelques mois sur le premier magasin à bien construire. Mais dès 6-8 mois, on n'avait que des bons joueurs. Et donc, en fait, naturellement, c'est plus moi qui fais le recrutement, mais les équipes entre elles, elles se recrutent. Hein. C'est mes managers et même des alternants parfois qui recrutent l'alternant de l'année d'après. Je leur fais confiance quasiment totalement. Et donc, c'est que le savoir-être. Est-ce qu'il va être dynamique, souriant et avoir envie de bien faire? Ouais, Et ça après, pousse il y a les gens vers le haut en plus. Ils se poussent tous vers le haut. Exactement. Et c'est trop Ouais. bien. Et je leur demande de faire le suivi tout seul. Par exemple, Abla qui arrive en alternance l'année dernière, au bout de 6 mois, elle maîtrisait tous les métiers, c'était une tueuse. Et donc maintenant, c'est elle qui faisait en partie certains recrutements. J'ai dit, je prends, oui. Et c'est toi aussi qui occupe la période d'essai, c'est pas un bon élément. Donc je leur laisse vraiment en pleine autonomie. Et donc moi, j'ai la chance de pouvoir me concentrer que sur le savoir-être. Ok, C'est ouais, incroyable. ça c'est bien parce que bah, faire confiance à ses employés, c'est C'est super le important, plus dur je aussi, pense. je pense aussi. Je pense, bah ouais, c'est dur, je pense, au début, à faire confiance. Enfin, je sais pas toi si ça a été dur au début, de faire confiance les yeux fermés, entre guillemets, mais après, quand on trahit ta confiance, je pense que pour retourner en arrière, c'est compliqué. Ah bah oui, ça, bon, après c'est comme dans toutes les relations, enfin c'est Ah bah oui, amical, amoureuse. Dès que tu es trahi, dès que la confiance elle a plus lieu d'être, bah, tu coupes ou t'enclenches des procédures. Après j'étais directeur d'hypermarché moi, donc toutes ces relations de déléguer, faire confiance, ces stratégies humaines, etc. Tout ça c'était des choses enfin moi qui m'étaient familières. Mm. Et donc faire confiance c'est nécessaire, c'est le coût du développement en fait. Hein, Ouais, bah, si tu fais pas confiance, tu te développes pas. ouais, ça, c'est Donc, en fait, tu n'as pas le choix que de déléguer, de faire confiance, et à tous les niveaux. Moi, je délègue quasiment toutes mes tâches. Ok, Ok. franchement, incroyable. Et du coup, maintenant, t'es plus axé sur quoi? Sur la com, mettre en avant le. Ouais, c'est ça. Ouais, Ok. c'est ça, ouais, plus Je en fais mode- beaucoup de vidéos. Et après, après gestion globale, hein, bon, on a un superviseur avec des managers, etc. Maintenant, c'est développer la tête de réseau. Donc, c'est tout ce qu'on a fait en magasin. En fait, nous, tous les métiers qu'il y a en magasin, on a tout construit. C'est-à-dire que d'abord, on était nous-mêmes les propres employés. Hein. Puis ensuite, on est devenus nous-mêmes les managers. Donc, on a écrit à chaque fois tous les processus, timé, les fiches process, etc. On a été ensuite superviseur quand on a recruté des managers. Ensuite, on a recruté un superviseur. Pareil, lui, il a bénéficié de toutes les fiches, etc. Et là, on est en train de faire pareil, mais sur tous les métiers d'une tête de réseau. Donc, l'animation. Donc, l'animation, c'est aller voir ses franchisés, ses magasins pour s'assurer que ça soit bien fait. Le développement, c'est faire des visites. Tout ça, c'est des choses qu'on fait nous-mêmes, mais qu'on anticipe pour faire, quoi. Donc là, on construit une tête de réseau pour que, pareil, ensuite, elle devienne indépendante sans nous et qu'elle puisse se développer. Ouais, puis tourner tout seul. Ouais, exactement. Et qu'elle puisse se développer. Tu as plusieurs phases. Tu as la phase où elle peut vivre toute seule. C'est pas la plus dure. Mais la phase la plus dure à mettre en place, c'est faire en sorte qu'une entreprise elle puisse se développer sans toi. C'est-à-dire que tu n'es plus à mettre du gaz pour faire en sorte que ça se développe. Aujourd'hui, si je développe pas, il se passe rien. Mais donc à terme, c'est ce qu'il faudrait avoir quelqu'un qui développe avec des objectifs, avec un directeur général, etc. Mais on est encore, c'est pas pour tout de suite. Ça. Oui, bah après, de toute façon, c'est des projets comme ça, c'est assez long terme. Genre, je pense que tu vois pas directement court terme des résultats très grands, mais petit à petit. Ouais, petit du à coup, petit, ouais, tes objectifs, du coup, avec toutes tes boutiques, etc., tu vas en ouvrir plusieurs. C'est quoi tes objectifs, on va dire, long terme? ouais. Après, c'est compliqué de se projeter vraiment long. Non, Enfin, t'inquiète, je me projette très bien. tu te projettes très bien? Ouais. Ah bah, c'est Ben, nous, on a en fait, on a construit le concept pour le développer. Au max, à nous, grand minimum, jusqu'à 30 magasins, on fera pas de levée de fonds, on fera pas rentrer de capital. Et jusqu'à 50 magasins, on resterait investi à 100% dans ce projet. Et après 50 magasins, on verra ce qui se passe. Aujourd'hui, on sait que le produit, le chiffre d'affaires, la rentabilité, elle correspond à ce que des hit salades, des Pokawa ou des pitaya réalisent en termes de chiffres, de ratios et de retour sur investissement. Et donc, on s'inscrit, la plupart de nos franchisés en fait. Hein. Aujourd'hui, donc on a 5 à 6 profils validés qui sont sur des visites. Pour la plupart, sont plurifranchisés de ces enseignes-là. Donc en fait, ils se sont retrouvés dans la nôtre sur les processus, la rentabilité. Et donc on estime qu'on pourra aller à minima à au moins autant. Enfin, on aimerait, hein, c'est nos objectifs, quoi. Ok, Ok. incroyable. Ah, bah, c'est Et bien. ouais, Ambitieux. mais c'est important, de toute façon. Et bientôt dans les centres commerciaux aussi, j'ai vu que ça flinguait un peu sur la location. Ouais, c'est centres commerciaux. Bah oui, après tu dois être pluriformat, tu dois être en ville, en zone d'activité et centres commerciaux. Mais centres commerciaux, Ouais, je pense que ça fait mal sur la location. c'est la location.
c'est coûte cher quoi. Ouais. Mais t'as des centres co enfin, t'as à boire et à manger comme tous les bailleurs, hein. T'as même en centre-ville des gros bailleurs les bailleurs, c'est ceux qui sont propriétaires des murs. Quand c'est des indépendants, généralement ils sont pas super gourmands, mais quand c'est des gros groupes avec des grosses structures, etc. Bon, t'as des loyers qui sont totalement délirants. Et tu vois, en centre co, hier on a fait une visite, 17 000 euros de loyer par mois. Par mois. Enfin, en restauration, il faut être à minima, enfin, il faut être dans des certains ratios. Entre 5 et 10% de ton chiffre d'affaires, ça doit être le loyer. Bon, 10% si tu fais, tu fais que du surplace. 5% si tu fais de la livraison, parce que tu as des charges qui s'ajoutent. Mais 10% en faisant du surplace, 17 000 euros, c'est-à-dire qu'il faut tu vois, 170 000 euros par mois. Pour de la restauration, tu as très peu d'enseignes qui peuvent le faire en étant à l'aise. Parce que nous, nos meilleurs mois, on a fait 160 000 hors taxes à Bordeaux, mais on ne fait pas ça tous les mois. Tu vois, genre, il suffit de 2-3 mois où tu fais 110, 120, ton résultat il part à la poubelle. Et puis même à la revente, tu le revends rien. Le mec, il nous dit 700. Je fais 1 million, il faisait 1,3 million de CA, il le revendait 700 000. Mais son bas de ligne, il était à l'équilibre. Donc ça vaut pas 700 000. Ça vaut rien. Et en fait, tu as des centres co où malheureusement, la plupart des grosses enseignes après elles veulent y être parce que ça fait un flagship. C'est stylé d'y être. Mais aujourd'hui, nous, on est trop jeunes pour juste payer et prendre le risque de ne pas gagner d'argent. Tous nos magasins sont rentables, ils gagnent bien, voire très bien. Et donc, on veut rester sur cette dynamique-là. Ok. Ouais, tu te développes petit à petit, de toute façon, ce qu'il faut faire, hein. Ah mais oui, ça c'est sûr. Et du coup, on voulait parler aussi un petit peu de ce que tu faisais avant, ce Jiraya, tout ça. Je sais que tu as commencé à employer, je crois, à Carrefour. Si Auchan. À Auchan, Auchan. ok d'accord. Auchan. Et du coup, après, bah, en fait, tu as évolué petit à petit jusqu'à devenir directeur ou après, tu as changé dans la grande distribution Alors, moi, de base, je suis ingénieur. Donc, j'ai pas commencé exactement employé, j'ai commencé manager de rayon. Ok. Donc, en gros, j'ai fait l'école des mines à Nantes. Et ensuite, je suis parti, j'ai fait autre chose. Mais j'étais prêt à repartir effectivement employé chez Auchan. En fait, j'ai postulé chez Monoprix, Casino, Auchan, employé et manager. Je me suis dit, bon, bah, c'est des métiers où il faut repartir d'en bas. Donc, j'y étais prêt. Et donc, j'ai eu la chance d'être pris à Auchan, en tant que manager papeterie. Donc, Ok. tu fais les mines, tu es à Paris, dans les bureaux en costume, etc. Dans ton dernier stage. Vraiment, j'ai détesté ça. Donc, après, je vais à Auchan-le-Pontet, à Avignon. Et donc, voilà, pas grosse paye. Je gérais 3 personnes. C'était pas fameux, mais bon, je me suis régalé, franchement, je me suis régalé. Ok. Et donc, j'ai commencé là. Puis après, j'ai fait le mercenaire. Je suis allé chez Carrefour parce que c'était plus offrant et surtout qu'ils proposaient un graduate programme. Et graduate programme, c'est un accélérateur de carrière. En fait, pendant 2 ans, tu es formé à tous les postes d'un hypermarché pour, à l'issue de 2 ans, être directeur. Et donc, ça, c'était très dur d'y rentrer, mais c'était très, très apprenant. Ok. Donc, ouais, ça, c'était. En gros, pour y rentrer, je crois qu'on était 500 candidats enfin, validés à peu près sur des écoles Bac+5 du premier tiers. Enfin, voilà, ils font leur premier tri. Puis après, tu as 5 phases. Et à chaque fois, ils divisaient par 2, quoi. Et à la fin, on était genre. C'était un assessment center, c'est la première fois que je faisais ça. On était 30 et il y avait ouvertement. Ils avaient dit 12, mais ils en ont pris 15 au final. En fait, tu étais par duo et tu savais déjà. Tu as fait 4 épreuves Ok. et tu savais que ton duo, il allait pas être pris. C'est soit lui, soit toi. Et tu avais 4 épreuves à faire. Et c'était Ah des ouais, épreuves où c'est- vraiment ils te défonçaient, quoi. Ah ouais. J'étais pas bien. J'avais fait. Pourtant, tu fais une école, t'es un peu habitué à faire des trucs. On te. T'arrives. Vraiment, à la fin, j'avais l'impression. Je voyais trouble. Je voyais trouble. C'était 4 épreuves vraiment dures. Et à la fin. Enfin, bref, c'était une mise en situation. Je sais pas, ça vous voulez que j'en parle un petit peu ou on fout un peu? Ça, c'est des process qui sont plutôt intéressants, je pense, à mettre en avant parce que l'assessment center, c'était. Enfin, surtout sur les 500, on était 2 candidats ingénieurs à avoir été sélectionnés. J'ai été le seul à être pris. Et moi, ce qui a fait vraiment la diff, c'était la motive. En gros, genre, j'avais zéro compétence de gestion, j'avais jamais rien fait, à part au champ, mais c'était trop récent. Ouais. Donc, c'était motivation, motivation. Et de mémoire, donc les phases, la première, c'était, tu avais genre un doc, enfin, un ensemble de documents de genre 30 pages. Tu avais une demi-heure pour les lire et préparer un plan stratégique.
pour représenter pendant une demi-heure devant 4 jurys. Mais c'était des jurys, c'était genre des directeurs régionaux de Carrefour, c'est des gros bonnets, tu sais. C'est des mecs qui te défendent. Bah, Tu parles, ils te coupent la parole, vraiment, tu comprends pas. Tu arrives dans un monde, c'est un peu respectueux. La grande distrie, c'est le plus fort. je pense, ouais. Ah ouais, c'est chaud. Hein, Ouais, bah, moi j'avais fait un mois à Auchan en job étudiant, Ouais. un peu. J'avais vu après, bon, c'était plein été, donc c'était relativement tranquille. Puis le Auchan chez nous, on va dire, il y a de Ouais, il y a moins pas en moins beaucoup de de monde, gens, c'était ouais. assez compliqué, ouais, niveau C'est chiffre en train de d'affaires pour couler eux. là, ouais. Mais on sait qu'il y en a qui s'étaient un peu, qui y allaient pas de main morte, même des gros managers, quand il y avait le directeur, c'était pareil, ça y va pas de main morte, hein. Ouais, ouais, c'est à l'ancienne. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça qu'ils voulaient des jeunes, hein, pour mettre du management un peu plus bienveillant. Ouais, Enfin, c'est bref, ça. tu avais toutes ces séries d'entretiens. À la fin, tu fais un entretien d'1 heure pour faire de l'autocritique. Et en fait, tu as toujours deux personnes qui te regardent. Tu as toujours deux jurys qui te suivent. Hein. Tu as toujours 4 jurys en fait, mais dont 2 qui te suivent. Mais tu le sais pas, toi, qui te suivent à toutes les épreuves. Et à la fin, ils disent alors, t'en as pensé quoi? Donc tu commences une autocritique, puis en fait, ils te démolissent. Quoi. Ils m'ont démoli. Je commence à parler, il me dit on comprend rien quand tu parles. Je commence à boire de l'eau. Il me dit tu sais, genre vraiment, là, tu passes 1 heure, elles sont horribles. Ah, c'est long, ça va être long. Et il faut montrer que dans tous les cas, tu enchaînes, tu vas être leader. C'est ça qui se passe après un magasin. Ouais, Tu vois, pas de souci, tu te laisses jamais démener, pas de souci. Tac, tu bois un coup, tu répètes, limite, tu vois, tu dis vous voulez que je me répète? Ça n'a pas été clair? Ok, je vais répéter. Genre, tu montres que tu es un peu du répondant, mais sans être trop hautain. Enfin, Ouais, tu tu vois. peux péter un câble là, à ce moment-là. C'était dur, hein. Bah, moi, quand j'ai gardé mon calme, mais quand je suis sorti, j'ai enlevé la cravate, j'étais pas bien. J'ai failli l'enlever par là, mais je suis resté là, j'ai soufflé un coup, j'ai bu. Je me suis dit, tu vas rien dire. Mais oui, après, je pense qu'ils sont là un peu pour tester aussi. On va dire si tu t'es impulsif, si tu t'énerves un peu assez vite, tu vois, si tu réagis bien, si t'es toujours autoritaire, comme t'as dit, un petit peu, t'as du répondant. En vrai, je pense que c'est ça qu'ils cherchaient aussi. C'est pour ça qu'ils essayent de démonter un peu. Ouais, c'est Mais tu dur. vois, ça, je pense que c'est un bon test malgré tout pour tester un petit peu, je pense, tes capacités. Ouais, de ouf. même Mais il y en ton- a, ils l'utilisent mal quand même. Ah oui, Il y en a, c'est méchant quand même. Moi, j'ai ouais. travaillé dans le bâtiment en gros. Ouais. Ça, je dis ça et c'était beaucoup de méchanceté gratuite. C'était vraiment. Toi, tu t'es jeune, tu fais la merde en gros. Ah, c'était C'est horrible. la version 0 du management. Quand t'es mauvais, t'envoies de la méchanceté gratuite en te disant je vais gagner du respect, alors que c'est tout l'inverse. Ah non, c'est très Ça, mauvais c'est- souvenir ça. Ouais, Très franchement, mauvais ouais. souvenir aussi. Garder mon C'est calme, sûr. et du coup, c'est quand la transition où tu rencontres enfin, tu l'as rencontré quand ton associé Mon associé, c'est un ami d'enfance, donc on se connaissait depuis toujours. Et en fait, à la fin du programme Carrefour, quand je vais pour être affecté, donc à ce moment-là, je suis ce qui s'appelle stagiaire directeur, c'est-à-dire je fais des missions à droite à gauche, quand il y a des vacances, je remplace, ou quand, voilà. Quand je vais pour être affecté, je dis non, moi je veux pas. Je veux ouvrir ma propre franchise, mais d'abord je veux être franchisé. Et donc Tom, en même temps, il travaille dans une start-up à Montpellier qui s'appelle Brix.co, qui a explosé. Et donc je suis allé vite fait, pendant que je recherchais les locaux, je suis allé en mission là-bas. Enfin, en mission. Alors, j'étais au SAV quoi. Et on est passé de 0 à 30 salariés en l'espace de 3 ou 4 mois. Enfin, ça a explosé totalement. Et c'est comme ça qu'on a eu le déclic, on s'est dit, attends, mais là, on a vu genre, tous les choix opérationnels, toutes les décisions qui se prennent pour passer de 0 à 30. On a vu le truc exploser. Et en même temps, Tom, il me disait toujours, vas-y, fais-le, 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 fais-le. Je dis, vas-y, go, on le fait. Et donc, on se connaissait depuis toujours. Et cette expérience commune nous a déclenché. Et ça, c'était entre fin 2021 et début 2022. Brix, c'était septembre et en janvier, je m'en vais. On a commencé à Dark en février. incroyable et ça se passe bien ouais, avec ton associé. Enfin, des fois, ça se passe bien. Mais du coup, il est pas sur, il est sur Montpellier ou Oui, vous il est sur gérez deux. Montpellier. Ok, Vous d'accord. répartissez comment les tâches Globalement, ça se fait assez naturellement sur ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire. Pour ça, on a de la chance, on se complète. Il y a plein de choses qu'il aime faire que j'aime pas et vice-versa. Et après, ça dépend de l'énergie, on se complète. Il y a des fois où il est un peu plus fatigué, je prends le relais. Là, en ce moment, c'est moi, je fais beaucoup de vidéos, donc je suis un peu moins présent. Donc lui, il prend le relais sur plein de sujets. Mais franchement, c'est un gros atout d'être associé, hein. C'est toujours une prise de risque. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a aucun désaccord qui nous a pas été utile. Autrement dit, à chaque fois on avait des avis différents, bah, on avait raison d'avoir des avis différents. Et en fait, ça nous a permis de ne pas faire d'erreur.
Et donc ça fait un double, Ouais, un non, double c'est- filtre, quoi. ouais, non, on le voit aussi. Ouais. On s'engueule souvent et après, bah, Bah, enfin, ouais, pas c'est tous souvent, les mais désaccords, c'est les désaccords, voilà, c'est tout ça. ça. Et après, quand on T'apportes une vision poste, tout ça, différente sur c'est certaines choses. c'est de calmer Ouais, tout c'est- ça et après, tu vois ce qui est le mieux à faire. Des fois, il y a Ouais. des choses Mais qui. des fois, c'est des problématiques qui sont importantes, on va dire, de voir sur plusieurs points, on va dire, entre guillemets, de comprendre aussi Ouais. l'avis de l'autre personne, enfin, de ton associé, quoi, parce que, en fait, sinon, enfin, si t'es têtu, tu vois, c'est dur d'avancer après, tu vois. Donc, ça, c'est sûr. Mais, et du coup, je voulais savoir, en fait, concrètement, du coup, bah, toi qui, voilà, as testé, du coup, tout ce qui est, pardon, restauration rapide, etc., qu'est-ce qui marche, entre guillemets, en fait, quelles sont les stratégies pour qu'un restaurant, pour qu'une chaîne Marche, de ouais. restauration rapide marche bien, quoi. Ce Un serait minimum quoi pour ta qu'elle soit stratégie rentable, là quoi. si tu repartais de zéro, Si par je exemple. repartais de zéro, C'est ça. c'est une bonne question. Une bonne, une bonne. Bon, déjà, faut aller sur les tendances des clients, c'est-à-dire là où les clients veulent aller. C'est-à-dire, faut que. C'est ce que je pense. Il peut y avoir des contre-exemples à ce que je vais dire, hein, parce que si je prends tous les critères, à chaque fois, tu peux dire ah oui, mais. Donc, moi, les clients aujourd'hui, bah, ils veulent moins d'attente. C'est-à-dire, moi, j'évite d'avoir moins d'attente possible le midi et le soir, mais c'est aussi pas pareil pour les plateformes, moins d'attente. Il y a une tendance quand même vers le healthy, bien que le gras et ça continue de performer, mais globalement, quand même, le healthy prend des parts de marché. Et après, il faut que ça soit un produit qui original, mais original dans la mesure où c'est des transparents, originalité du produit qui viennent directement, bien sourcés, etc. Je te dis ça et en même temps, je vois les tacos qui ont explosé. Tu vois, je me dis, putain, les tacos, c'est que des contre-exemples, mais ils sont quand même sur le service rapide et le prix. Mais bon, il faut quand même aller sur un certain nombre de tendances. Nous, on a décidé d'aller sur le rapide, healthy, à composer, faire soi-même, et avec des produits de qualité. Tu peux décliner, tu vois, on peut penser aux tacos ou à des shoshai, qui sont sur des produits un peu moins quali, mais qui sont quand même rapides, Ouais. qui sont à composer, et qui pour eux vont chercher le prix, quoi, pas cher, donc tu vas chercher une autre catégorie de clientèle. Donc moi j'irais quand même sur des produits où tu as quand même des grosses tendances. Et après il y a deux choses pour qu'une franchise marche. Tu as ce que les clients veulent, donc là c'est ceux qui vont manger, hein, chez toi. Donc ça il faut que ça soit bon, rapide, etc. Et après il y a ce que tes équipes, tes magasins, tes franchisés vont vouloir pour que ça soit simple pour eux. Ok, ouais. Autrement dit, faut que ça soit simple en magasin. Donc, il faut que tu aies centralisé les savoir-faire, soit avec des centrales d'achat, soit avec des logiciels, avec des processus simples. Si tu fais tout maison, si tu, si tu vas chercher des produits de saison, tu vois, je me tire une balle dans le pied en disant ça, mais non, mais c'est vrai. Si tu vas, toutes les enseignes qui sous-performent et qui ont vraiment du mal, hein, c'est dès lors que t'es trop complexe en magasin. Il faut que tu mettes un chef custo qui va te coûter 3 500 euros. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est une raison très entrepreneuriale que je vous dis parce que le client, il aime bien ça en face, tu vois. Mais bon, le client, il aime bien avoir un cuistot, avoir des trucs de saison, etc. Mais bon, si le cuistot, il est pas là et que un jour où il vient, bah, comme il a été malade, c'est quelqu'un d'autre qui vient et c'est pas bon, il sera déçu. On s'en fiche de savoir que c'est extra, tu seras déçu. Donc la réalité, c'est qu'on veut de la constance. Et en magasin, il faut absolument faire des processus simples qui ne dépendent pas des équipes, mais qui dépendent surtout de savoir-faire, un savoir-faire externalisé et qui te permet d'avoir des concepts simples. Ok, Ok. ok. Et tu penses que, parce que bah voilà, tu parlais de du coup restauration rapide, que les gens ils demandent, on va dire, beaucoup plus de rapidité, de plus en plus. Tu penses que du coup ça tend en fait vers ça, ou que les gens en fait de plus en plus, même les autres générations, vont en fait, on va dire, demander de moins en moins de temps pour en fait livrer des plats, vraiment aller chercher à manger, etc. Et du coup peut-être que ça, je sais pas, peut-être que ça réduira un petit peu le marché des restaurants en général, pas de la restauration rapide, juste des restaurants peut-être dans certains cas. Ouais, tu as raison. Oui, oui, il y a une tendance globale qui est bah, la traditionnelle perd des parts de marché au bénéfice de la restauration rapide. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, après, tu as un certain nombre de paradoxes qui dit que, en fait, on veut. Un des premiers paradoxes, c'est que le pouvoir d'achat diminue, mais les gens mangent de plus en plus dehors. Ça, c'est lié à une habitude des jeunes et des nouvelles générations qui cuisinent un peu moins. Donc, soit tu prends du snacking, soit tu vas manger dehors, soit tu te fais commander, tu te fais livrer. Et donc, ça, c'est le deuxième point. En fait, les gens, naturellement, commandent plus
le temps passé à table est vachement réduit. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que juste l'offre, elle devient de plus en plus segmentée. Je veux manger vite et bien, bah, je sais que je vais avoir mon restaurant rapide qui va me délivrer un poké healthy. Je veux me faire un plaisir sucré, bah, je vais pas aller nécessairement dans la brasserie où je vais avoir le truc flottant classique, mais je vais aller voir le spécialiste du cookie qui fait des super bons cookies ou le glacier qui fait de la super bonne glace. Et du coup, après, tout le monde est segmenté à délivrer le plus rapidement le meilleur produit, quoi. Ouais. Ok. C'est bien de se spécialiser, c'est sûr, dans un Ouais, domaine. bah, ça c'est obligé, hein, j'ai Et envie même de comme dire. tu dis, on va dire, là ce qui est bien, c'est que c'est un concept un peu. Enfin, c'est un peu une nouveauté. Moi, j'avais jamais vu ça. Les produits grecs, j'en avais déjà entendu parler. C'est un peu Ouais, une nouveauté et mais du coup, surtout ça dans la fait du restauration renouveau. rapide. Parce que je sais que le tacos, tu parlais du tacos, je trouve que c'était un peu une tendance. Et vu que c'est trop lourd un peu, les gens ils ont remarqué, c'est un Déjà, peu il y a ce, pas fini, mais je veux ce dire, facteur ça qui c'est un peu. est, on va dire, du gras, entre guillemets. Et Ouais, puis, bah, je pense que les gens, comme tu disais, on va dire, de plus en plus comment dire, de franchises dans la restauration rapide qui prennent des parts de marché, en fait, dans tout ce qui est healthy, etc. Mhm. Et puis, bah, même nous, hein, dans tous les cas, en vrai, Ouais, de quand on plus en était plus plus. jeunes, c'était plus, on Mhm. mangeait des tacos parce que peut-être que c'était la tendance, etc. Bah, tout ce qui est bah, après McDo, Burger King, ça c'est des trucs qui existent depuis très longtemps, qui marchent bien. Ouais. Mais tout ce qui est healthy, bah, nous, là, on y touche depuis de plus en plus, plus longtemps, en fait. Vraiment, Eat Salad, que ce soit Pokawa aussi, quand on allait à Paris, en fait, on cherchait où étaient en fait, les Pokawa en fait, à Paris, Ouais, etc. pour Donc, manger aussi, bah ouais, oui, c'est bien ça. C'est sûr. une vraie tendance, Et je pense que t'as raison. ça tend à ce que plus. Ouais. Plus de transparence, les réseaux sociaux, on fait quand même globalement plus attention à ce qu'on mange. Mm. Voilà, Beaucoup de comparaisons ouais, sur les réseaux sociaux, donc c'est sûr que maintenant tu fais un peu Après, plus attention à ton alimentation. ouais, Et mais aussi au niveau de tes process, est-ce que des fois tu intègres beaucoup de l'IA ou pas du tout? zéro, non. Zéro. ok. Non, moi je suis. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi j'ai un avis assez tranché. En fait, j'ai essayé pas mal d'outils, j'en ai essayé plein même, mais jusqu'à présent, la valeur ajoutée perçue versus le prix, il était largement en dessous, quoi. Je payais des outils 190, 200 euros par mois. Bonjour. Non, on est fermé les après-midi, je suis désolé. On rouvre à 19h. Merci. Je reprends la réponse. Moi, sur l'IA, non, j'ai globalement des avis assez tranchés, surtout parce que j'en ai essayé plein des outils qui te disent on met de l'IA, etc. La réalité, c'est que assez cher en termes d'outils. Et avant d'en percevoir la valeur ajoutée, en tout cas, nous, à notre taille, ça n'a pas d'intérêt. Et je préférais faire un magasin des processus plus simples, mais pas d'IA, versus mettre des processus complexes et rajouter de l'IA pour simplifier. Parce que tes opérateurs, l'IA, ils en ont un peu rien à faire. Il faut que pour eux, ce soit simple. Par exemple, moi, les commandes, j'avais essayé un outil qui s'appelle Impulse, qui permettait de faire des commandes intelligentes, des suggestions de commandes en fonction de la météo, du chiffre de la semaine d'avant, les chiffres de l'année dernière, de l'actualité, est-ce que c'est un match, etc. Ok. C'est complexe. La réalité, c'est que moi, j'ai pas de DLC courte. Et en fait, j'ai fait en mode grande distri, c'est-à-dire des stocks minimum et donc des espaces. Donc si j'ai 20 espaces de rangement de Satiki et qu'il m'en reste 5, dans ma commande, je ne vais pas me casser la tête. Est-ce que j'en commande 10, 12? Parce Oui, que je commande 15, je remplis à fond. Mm. Et je fais pareil sur tout et je remplis tout. Et chaque semaine, je... Ok, d'accord. Donc moi, mon parti pris, c'est pas d'IA, mais simplifier un maximum dans les magasins. Ok, d'accord. Non, on voulait savoir parce que nous, du coup, en gros, on pose un peu des questions sur l'IA pour voir dans quel secteur d'activité ils l'utilisent le plus. Mais c'est vrai que de plus en plus, même les restaurants, tout ça, ils utilisent de l'IA et c'est pour ça que je voulais te poser la question. Mais Ouais, c'est maintenant, intéressant. Mais ouais, du coup, on voulait savoir aussi ton menu, on va dire que tu vends le plus. ouais. Ta Enfin, recette, on voilà, va ta dire. recette signature en. La signature qui se vend le plus, on va dire, c'est le jiraya. On l'appelle jiraya parce que c'est le plus proche de ce qui se fait là-bas. C'est le pain pita, c'est le pain rond, moelleux, etc. On met du tzatziki, c'est la sauce standard en Grèce, hein, dans le gyros. Nous, c'est le poulet qui se vend le plus. Tomate, oignon et concombre. Alors, on a mis concombre parce que c'est la version healthy du gyros grec où à la place du concombre, c'est la frite. Donc, on le met en avant et c'est ce qui part le mieux, c'est frais, etc. Et après, sinon, le deuxième produit, mais c'est pas signature, c'est la pita à composer. C'est en fait là où les gens composent eux-mêmes. Et les produits les plus vendus, ça va être tomate. Et après, la feta, elle est très bonne. C'est de la feta OP.
Voilà, tu as quelques ingrédients qui plaisent beaucoup, qui sont typiquement grecs et qui sont assez accessibles en termes de saveur. Moi, je suis pas fromage, par exemple, mais j'aime bien la feta ou la loumi. Donc, moi, ça me permet de faire plein de mélanges, tu vois. Et donc voilà, c'est la pita en grande majorité qu'on vend. Ok, d'accord. Ouais, Ok. et toi, ce qui te plaît le plus, du coup, parce qu'il y a les gens, mais il y a aussi. Moi, je Testé, change, ouais. hein. Testé, Ouais, moi, ça c'est pas fait mal. 2 ans et demi, j'y mange tous les midis et parfois le soir. Moi, je prends beaucoup des bols. Ok. C'est par période, mais là, ça fait peut-être 1 an et demi, je pense, je prends tout le temps le même bol. Je prends riz, bœuf, tzatziki, tomate, oignon, poivron, huile d'olive. Si je fais un peu de sport, ça, c'est juste la pita. Quand je fais du sport le soir, je manque un peu de glucides. Mais sinon- Ok. Et sinon, le week-end, je prends une maxi pita, je me fais plaisir avec des frites. Ok, incroyable. c'est l'avantage, un peu. Ouais, bah, avec plaisir, nous on pourra goûter. Enfin, si on a l'occasion de Moi, goûter. sur l'occasion. Bah, si vous restez ce soir, il faut goûter, hein. Ouais, bah écoute. Ouais, bien sûr, peut-être Bah, si on ouais, finit. Si on va faire un petit tour, après, peut-être on repassera. Ouais, mais Après, du coup, on voulait savoir aussi, du coup, tu disais que tu faisais du sport, on a vu que tu avais fait un Aerox, je crois, avec du coup ton meilleur ami, si je dis pas Ouais, de bêtises. c'est Tom aussi, mon Et associé. en fait, nous, on voulait enfin, se Ouais. préparer pour en faire un, mais on voulait te demander, du coup, un petit peu question bonus, si tu t'étais préparé un petit peu pour l'Aerox, si tu t'entraînes depuis longtemps, quel Si c'est sport tu dur, fais. quoi, parce que vraiment. Non, c'est un bel exercice. Bah, moi, j'ai toujours fait beaucoup de sport, ça c'est sûr. Donc, beaucoup de courses à pied, beaucoup de poids du corps, etc. Mais parce que j'aime ça, quoi. Après, l'Aerox, là, j'étais pas assez préparé, ça c'est sûr, hein. Mais c'est une grosse majorité de running. Faut pas croire que si tu fais un peu de muscu et tout, il faut vraiment être chaud en running. Franchement, si tu veux être bon, faut que tu cours. Enfin, ça dépend le temps que tu vas faire, mais faut à minima s'envoyer 40-50 bandes, je pense, les 4 dernières semaines, par semaine. Comme ça, si tu veux tenir un bon chrono. Non, mais je te dis ça, c'est pour tenir un bon chrono. Si tu veux courir en 4 d'allure pour les trucs, et après, derrière, enchaîner, être à l'aise. En fait, il faut travailler à cardio. Tu as ton cardio qui est dans tous les cas emprunté de deux manières. Soit c'est après le running, parce que là, c'est juste le souffle, le cardio. Et après, sinon, c'est le muscle qui est un peu, qui est emprunté. Donc, Ok. dans tous les cas, tu vas avoir le cœur qui bat. Il faut savoir maîtriser son effort, les deux cas de figure, quoi. Dans le cas où c'est le muscle qui tire, et dans le cas où c'est le cardio qui ne suit plus parce que tu viens de courir à fond ou parce que tu viens de faire les burpees. Les burpees, c'est. Parce qu'en vidéo, on croit que c'est simple, mais ça a l'air tellement dur. Enfin, Ah, les gens, vraiment. quand ils ressortent comme ça, tout Quand il y en a transpirant. qui font des vidéos sur Vraiment sur cuit. les Ouais, puis ils Aerox, choisissent le quoi. bon moment aussi, tu sais. Ah ouais. Et ils savent qu'ils arrivent au burpees, ils envoient 4-5 sauts à fond. Non, non, la réalité, quand tu y es, c'est que tout le monde galère. Mais il faut beaucoup courir, hein. Faut Ok. beaucoup, Ouais, beaucoup, parce beaucoup. que- On va se préparer, je Lui, pense. lui, il fait pas trop de cardio, moi j'en fais un petit peu, je fais un peu moins de muscu, mais faudra qu'on se prépare bien parce qu'on pensait qu'il y en avait qui venaient mais sans trop se préparer, alors qu'en vrai, Il y en a. bah après il faut avoir des objectifs de chrono aussi. Oui, c'est tu ça, vois. il y en a, faut. Après, tu peux le faire en 1 h 30, quoi. Ok. Mais la moyenne des hommes, je crois, c'est 1h20 ou 1h18, un truc comme ça. Et Si vous, tu vous veux avez fait dans en, vous avez fait en 1h16. Ok. Non, on n'était pas s'entraîner. Ouais, on n'était pas s'entraîner. Non, non, on aurait pu faire moins. Après chaque exo, ça aurait été boire. Non, on n'aurait jamais dû. Moi, je suis arrivé, j'étais pas défait, quoi. J'étais là, bon, c'était fatigant, mais. Alors que. Ouais. Et en fait, c'est surtout du mental aussi, hein. T'en as qui y arrivent, ils sont au sol, ils peuvent plus bouger. Ils sont vraiment allés au bout, quoi. Ouais, c'est ça l'aérox, c'est le l'effort, crossfit. Ouais, je vois. C'est un effort vraiment où tu vas au bout en permanence, quoi. Parce que dans les vidéos, on dirait ils sont tout le temps en train de courir, tout le temps, tout le temps. Mais ouais, il y a des petites pauses, il y a des petites pauses quand même ou pas? Ouais, si tu le prends, tu perds du temps. Les pros, les meilleurs, ils font zéro pause, hein. C'est juste nous, on était pas entraînés. La moitié des exos, on les a découverts. On les a jamais fait. Le set push, le pull, on l'avait jamais fait. Tu vois, on regardait des vidéos, on s'était dit à l'échauffement, on essaye un peu, on dit donc push pareil. Faut quand même même les wall balls, enfin tu vois, faut quand même s'entraîner un petit peu. Ah ouais, ça c'est pas facile. Ah ouais, Quand non, je ouais, faisais un ça- peu de crossfit, c'est pas. Ah, ça tue le crossfit, c'est pas pareil que la muscu, hein, ça tue. Ah, c'est un autre, Ça tue, c'est c'est un un autre autre effort, level, en je fait, trouve. c'est un autre effort. Faut faire du running, y a pas à chier. Ouais, non, franchement, après courir tout seul, bah faut avoir la motive aussi, mais Sûrement. ouais, c'est Mais pas. on va en c'est préparer pas un là, gratuit. on va en préparer un, je Ok. pense. Moi je suis inscrit à Sud Paris là en octobre. Je vais y aller, je pense. Ok, Ah bah bah, en vrai, nous, nous, pourquoi peut-être pas, hein, en bah, écoute, octobre, ouais. En Peut-être plus, nous, octobre. ouais, on voulait pas préparer maintenant pour cet été, forcément, mais plus pour fin d'année, ouais, pareil. Donc, Ouais, c'est pas mal, je pense à Paris, ça va être sympa. ouais, ouais, bah, franchement, on va S'inscrire, voir, on va hein, voir. on va s'inscrire alors. Incroyable. On se retrouve là-bas. Bon bah Nickel. là on va s'approcher de la fin, je vais te poser une dernière question, du coup bah, on la pose un petit peu à tous nos invités en fait, c'était si
tu avais en fait des conseils à donner pour quelqu'un, voilà, un jeune, ou peu importe qui veut se lancer, qui souhaiterait se lancer dans le monde entrepreneurial en général, qui souhaiterait entreprendre, bah, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil en général? Voilà. Moi, ce qui m'a bien servi, c'est deux choses. Moi, c'est des conseils très pratico-pratiques, hein. C'est la première chose qui m'a servi, c'était d'écouter des podcasts de plein de gars qui ont commencé, mais qui ont des empires, hein, et qui te racontent en détail comment ils ont commencé. Et donc, en fait, c'est trop bien parce qu'à chaque fois, tu te rends compte qu'ils ont commencé depuis leur garage, depuis leur appart, depuis une petite structure. Ils ont tous commencé comme ça. Il n'y en a pas un seul qui a commencé direct en ayant des énormes structures. La plupart des gros gars, ils ont commencé petits, quoi. Donc ça, c'était trop bien de... Et en fait, j'ai écouté une succession de podcasts. Et il y en a un qui te dit, ben, en fait, j'ai eu un déclic où je me suis dit, je vais arrêter de me mettre des conditions, je vais juste enchaîner. Et c'est après écouter ce podcast, j'ai dit, bah, il a raison, go, hein, on va commencer. Bah, Et le deuxième élément, c'est j'aime bien regarder un peu les courbes des gens. Bah, c'est un peu lié, hein, mais quand tu commences, et temporalité, tu sais, les premières expériences, parce que tu regardes souvent une expérience, tu vois Pitaya qui a ouvert 120 restos, mais entre le premier et le deuxième, il s'est passé 2 ans et demi. Le premier, ça a pris du temps à prendre, les premiers chiffres d'affaires, tu sais, il faut vraiment se concentrer sur le début, tu sais. Même pareil, Michou, Inoxtag, quand tu regardes leur courbe des premiers abonnés, ils ont pris un mort de temps avant d'arriver au 1000. Toujours Faut très, se très mettre ça long. dans la tête parce que les gens, c'est toujours. Enfin, on est un peu matrixé et Il y en a il faut qui se rappeler qu'ils ont commencé petit et tout le monde a commencé quelque part. Parce qu'il y en a sur les réseaux sociaux qui vendent de la réussite comme bah si moi je peux le faire, tu peux le faire, mais en fait ils montrent que la réussite, ils montrent pas tout le chemin, tu vois, pour en arriver là. En fait ils disent pas qu'ils ont galéré en fait à fond avant d'en arriver là où ils en sont, tu vois. Et c'est important du coup, tu vois, d'écouter les podcasts pour ça, pour comprendre ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour en arriver là, parce qu'ils en ont chié, forcément. Et bah, si quelqu'un entreprend, bah, forcément il va passer par là et il faut pas que ça fasse peur, faut que, voilà, que tu te lances et let's Faut go pas quoi. réfléchir, ouais. Faut pas Nous réfléchir. on a fait ça pareil, on n'a pas trop réfléchi quand on l'a fait et puis bah, on regrette pas du tout. Donc, Bah, bravo. C'est vrai, il faut et savoir. encore pareil, Vous êtes c'est que le jeune, hein. début. C'est que le début. Vous avez quel âge? 18 et 20 ans. 18 et 20, c'est bien. Quand tu commences à 18 et 20, tu vas toujours beaucoup plus apprendre que celui qui va commencer à 25, 26 ou 40, quoi. Ouais, c'est ça. Non, bah, on se la donne, on se la donne, hein. Ouais, Vous c'est avez ça. déjà du bon matériel, vous venez de Valence à Montpellier, enfin, tu vois, rien que tous ces trucs, dans tous les cas, qui ont un apprentissage qui est trop bien par rapport. Ouais, non mais c'est sûr, après Ouais, on est mais motivé, que ce soit pour faire des rencontres, que ce soit pour apprendre des choses, et même pour bah, du coup notre business aussi, où en fait on essaie d'apprendre des Ouais, choses chaque attention, jour un peu chaque plus, jour. quoi, 1% meilleur un peu chaque jour, donc c'est ça qu'on prône nous un petit peu dans nos vidéos, etc. Donc voilà, voilà bah, merci en tout cas Avec plaisir. Merci en tout cas. C'était plein de valeur. pour ce podcast, c'était incroyable, et merci du coup à vous si vous êtes resté du coup jusqu'à la fin de cette vidéo, et je vous dis à la prochaine pour un prochain podcast. Salut les gars!